Alors, je lance le direct tout de suite. Bonsoir tout le monde. Professeur Addol, à vous la parole. Merci Tara. Bonsoir mes chers amis et collègues. Bienvenue à notre deuxième réunion mensuelle de l'Association des cardiologues privés de Rabat et région.
Avant de commencer notre webinaire, je tiens en mon nom et au nom du bureau et de tous les cardiologues de la région de Rabat de présenter mes sincères condoléances à notre ami Dr Saïd Jibli qui vient de perdre sa maman aujourd'hui. Que Dieu l'accueille en son paradis et en sa sainte miséricorde. Dr Saïd Jibli est un ancien président de l'Association des cardiologues privés de Rabat. Donc, nos sincères condoléances les plus attristées. Donc bienvenue encore, mes chers amis, à cette réunion sous un thème un peu original. Bienvenue à tous les participants donc, qui se joignent à nous. Nous remercions les laboratoires Servier pour leur collaboration et je remercie mes amis Dr Jamel Agoumi, cardiologue et ancien président de l'Association des cardiologues privés de Rabat, donc, qui a accepté très gentiment de modérer cette session. Et si Jamel, c'est pas étonnant de sa part, toujours disponible, toujours à l'écoute. Merci d'être là. Et je remercie aussi mon ami Dr Abdullah Bensouda, urologue, andrologue, qui aussi a accepté gentiment de modérer la session, bien que ce soit son jour d'anniversaire. Donc, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci d'être là. Et donc, nous avons choisi un thème assez léger pour changer et pour changer de ces temps difficiles de Covid. Donc, thème qui est la dysfonction érectile et qui est quand même important de par sa fréquence. C'est un motif fréquent de consultation, déguisé, dit ou non dit, dans notre pratique quotidienne. Donc, ça touche presque un homme sur 3 dès l'âge de 50 ans et un homme sur 2 dès l'âge de 70 ans. C'est un symptôme qui a été souvent lié à des causes psychiques, mais depuis quelques années, la dysfonction endothéliale est au centre de l'éthiopathogénie, donc de la dysfonction érectile. Et qui dit dysfonction endothéliale dit maladie cardiovasculaire. Donc, c'est un symptôme qui partage cette éthiopathogénie avec les maladies cardiovasculaires et qui, on le verra à travers les présentations, peut être un marqueur de détection de la maladie cardiovasculaire athéroscléreuse. Donc, pour cela, on a d'éminents orateurs qui vont en parler, Dr Sabré et Dr Qindili, que je laisserai le soin à mes aimables modérateurs de présenter. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, Dr Amel Tzazi, cardiologue rythmologue à l'hôpital Cheikh Zayed de Rabat et secrétaire général de notre association, va dire un mot pour le laboratoire Servier concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone, donc, et va introduire le sujet. Donc, à toi la parole, Amel, et merci d'être là aussi. Bonsoir tout le monde, merci Madame la Présidente. Donc, je suis ravie de venir avec vous donc, pour cette deuxième réunion de l'Association des cardiologues privés. Et donc, je me fais le porte-parole du laboratoire Servier pour vous parler du programme RASFAC Check-in, donc, qui est un programme de formation sur les bloqueurs du système rénine-angiotensine, dont on connaît actuellement la place privilégiée dans la prise en charge des patients hypertendus et des patients diabétiques. Et donc pour donner quelques chiffres, comme vous le savez, l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire majeur qui, en l'absence d'une prise en charge adaptée, expose le patient à un certain nombre de complications cardiovasculaires. Et sur la base des données de l'enquête nationale marocaine, l'un des chiffres les plus alarmants, c'est que dans la population des patients traités, eh bien, les 3/4 de ces patients-là ne sont pas aux valeurs cibles thérapeutiques.
Ainsi, donc, l'idée générale de ce programme, RAS Fast Check-in, était de venir un petit peu revoir donc, ce concept et ce débat qui oppose de manière continue les bloqueurs du système rénine-angiotensine avec les IEC et les ARA2. Donc, un programme qui est principalement axé sur une vérification des faits, et ceci à la lumière de la littérature actuellement disponible. Alors, ce programme est étalé sur une dizaine de modules dont je vais très succinctement vous résumer les 3 premiers modules qui ont été d'ores et déjà abordés lors des semaines qui précèdent, donc avec notamment le laboratoire CRV. Et donc, en ce qui concerne la prise en charge de l'hypertension artérielle, comme ce qui a été récemment publié dans dans les recommandations de la Société internationale d'hypertension artérielle. Et donc, en ce qui concerne le traitement d'initiation, eh bien, il est recommandé de commencer par une association IEC ou ARA2 en association avec les inhibiteurs calciques. Et donc, ceci nous amène à nous poser la question, est-ce que tous les ARA2 et tous les IEC se valent au sein de leurs classes respectives? Eh bien, vous allez voir qu'au sein de chacune de ces 2 classes, aussi bien les IEC et les ARA2, il y a une véritable hétérogénéité sur le plan pharmacologique. Et comme vous le voyez, il paraît tout à fait obsolète d'initier un traitement par une molécule de première génération, telle que le captopril, qui se caractérise par sa demi-vie très courte, avec donc une efficacité d'action beaucoup plus réduite dans le temps, alors que nous disposons actuellement plutôt de molécules plus récentes, donc avec des durées d'action beaucoup plus prolongées et donc une efficacité qui se prolonge dans le temps. Par contre, en ce qui concerne les ARA2, eh bien là encore, donc cette hétérogénéité semble également être retrouvée avec donc des molécules donc, qui également se distinguent donc, par des demi-vies extrêmement variables, donc avec l'osartan à titre d'exemple, donc à demi-vie très courte, tandis qu'on a d'autres classes, d'autres médicaments tels que le telmisartan, dont la demi-vie peut s'étendre jusqu'à 24 heures. Mais cette efficacité des traitements antihypertenseurs ne s'explique pas uniquement par la durée de la demi-vie, elle est également liée à la qualité de la fixation tissulaire de ce traitement médicamenteux que l'on apprécie en partie par ce fameux rapport Valley-Peak. Donc un rapport Valley-Peak qui, donc, lorsqu'il est supérieur à 75% ou lorsqu'il tend vers les 100%, eh bien, donc, ce sont des traitements qui ont une efficacité sensiblement similaire sur tout le liptémère. Donc ainsi, le choix du traitement antihypertenseur doit être guidé aussi bien par les données pharmacocinétiques que par ce fameux rapport Valley-Peak. Donc clairement, les ARA2 et les IEC ne se valent pas au sein de leurs classes respectives. Donc au-delà de la baisse des chiffres tensionnels, qui sont l'objectif principal lors de la prise en charge du patient hypertendu, il est également important d'insister sur les traitements médicamenteux qui vont avoir un impact sur la protection cardiovasculaire. Et donc, la deuxième vérification des faits concerne l'effet des IEC et des ARA2 sur la réduction de la mortalité toute cause et de la mortalité cardiovasculaire chez les patients à risque élevé. Et là encore, donc après vous avoir démontré qu'il y avait une hétérogénéité pharmacocinétique, eh bien, dans cette méta-analyse qui a regroupé à peu près une vingtaine d'études, là encore, il y a clairement une hétérogénéité en termes de bénéfices sur la morbimortalité, avec peut-être là encore un avantage à la faveur des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et pour vous convaincre, je vous fais référence à cette méta-analyse de Savarez, donc une méta-analyse qui a inclus à peu près 26 essais. Tous les patients étaient des patients à haut risque sans insuffisance cardiaque. Et les auteurs sont en fait partis du postulat selon lequel les IEC, qui étaient déjà donc, des molécules plus anciennes, réduisent les événements cardiovasculaires chez cette population de patients. Mais qu'en est-il des patients qui sont sous ARA2? Alors, le critère primaire de jugement était un critère composite: décès cardiovasculaire, infarctus, AVC, mortalité toute cause, nouveau diabète et nouvelle poussée d'insuffisance cardiaque. Alors là encore, les résultats sont très nets. Eh bien, aussi bien les IEC que les ARA2 versus placebo réduisent significativement le critère composite, donc associant l'ensemble de ces critères, réduisent significativement les accidents vasculaires cérébraux, toujours un petit peu à la faveur des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et réduisent également significativement les cas de diabète nouvellement apparus. Mais lorsque l'on prend chacun des éléments qui sont analysés séparément, eh bien, les IEC se distinguent par rapport aux ARA2
donc avec une réduction significative de l'incidence des infarctus du myocarde, une réduction significative de l'insuffisance cardiaque et un effet très favorable sur la réduction de la mortalité totale et de la mortalité cardiovasculaire, tandis que cet effet est beaucoup plus neutre avec la classe des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine. Donc clairement, s'il faut prescrire des médicaments, eh bien, les IEC devraient être envisagés en première intention pour la prévention de l'ensemble du spectre des événements cardiovasculaires chez les patients à risque élevé et sans insuffisance cardiaque, tandis que les ARA2, quant à eux, représentent plutôt une alternative thérapeutique lorsque ces derniers ne peuvent être prescrits. Alors, faut-il prescrire une combinaison à dose fixe ou une monothérapie? Alors, cet article vient un petit peu conforter ce qui a été proposé dans les recommandations, aussi bien les recommandations européennes que les recommandations récentes de la Société internationale. Et dans ce travail-là, les auteurs ont en fait évalué les patients qui ont été mis d'emblée sous la combinaison à dose fixe comparativement aux patients qui ont été mis d'emblée sous une monothérapie. Et là encore, il n'y a pas de doute, la combinaison à dose fixe permet de réduire l'ensemble des événements cardiovasculaires de la même manière qu'elle permet de réduire significativement l'incidence de l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux et la cardiopathie ischémique, et même avec un effet bénéfique sur la mortalité. Donc clairement, s'il faut initier un traitement, il vaut mieux privilégier une combinaison à dose fixe. Et les recommandations européennes préconisent une association IEC ou ARA2 en association avec les inhibiteurs calciques. Mais est-ce que cette association a-t-elle un impact sur la réduction de la mortalité? Eh bien, il y a très peu d'études qui ont été évaluées en ce qui concerne cette association. Tout ce que l'on a jusqu'à ce jour, c'est l'étude ASCOT qui a évalué en effet l'association du perindopril avec l'amlodipine et qui clairement a démontré qu'il y avait un effet bénéfique sur la mortalité toute cause et la mortalité cardiovasculaire. À l'opposé, les sartans en association avec l'amlodipine n'ont pas été évalués ou n'ont pas suffisamment de preuves pour pouvoir confirmer en effet l'ampleur de l'effet de cette association thérapeutique. Donc là aussi, clairement, on ne peut pas dire que les IEC et les ARA2 réduisent de manière équivalente la mortalité toute cause et la mortalité cardiovasculaire chez les patients à risque élevé. Alors, qu'en est-il de la population des patients diabétiques hypertendus, qui est une population de patients à haut risque d'événements cardiovasculaires? Eh bien, la troisième vérification des faits va s'intéresser à l'effet de ces médicaments sur la mortalité et les événements dans cette population de patients diabétiques. Et pour vous convaincre, là encore, je vous fais allusion à cette première méta-analyse qui date déjà de 2014, qui avait en effet colligé 35 études, incluant un petit peu plus d'études regroupant les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, vu que ce sont des molécules un peu plus anciennes. Et tous les patients inclus n'étaient pas forcément des patients hypertendus, mais tous étaient des patients diabétiques. Et les résultats de cette étude sont sans équivoque. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion permettent de réduire le critère primaire de jugement de mortalité toute cause et les décès cardiovasculaires de manière significative, permettent de réduire les critères secondaires de jugement, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde et l'insuffisance cardiaque, de la même manière qu'elles permettaient de réduire les événements cardiovasculaires majeurs. Par contre, en ce qui concerne les ARA2, comparativement à un placebo ou à un autre traitement actif, ces derniers n'ont eu aucun effet bénéfique sur ces résultats, à l'exception de l'insuffisance cardiaque qui était significativement réduite. Alors, dans cette deuxième méta-analyse, qui est un petit peu plus récente, qui date de 2018, eh bien, les auteurs viennent un petit peu confirmer ce qui avait été préalablement démontré, à savoir que les IEC, dans la population des patients diabétiques hypertendus, permettaient une réduction significative de tous les critères forts de mortalité, toute cause et de mortalité cardiovasculaire, les critères secondaires de jugement, donc infarctus, insuffisance cardiaque et AVC, ainsi que les événements cardiovasculaires. Et malgré le développement de nouvelles molécules de sartan, eh bien, l'effet de ces traitements-là ne semble pas se distinguer avec le temps et il n'y a pas d'effet bénéfique sur la mortalité cardiovasculaire ni la mortalité toute cause, avec peut-être un petit effet favorable sur la réduction de l'infarctus du myocarde. Donc, en conclusion, pour ce qui concerne l'effet des IEC et des ARA2 dans cette population des patients diabétiques hypertendus,
clairement, les IEC ont une capacité significative sur la protection cardiovasculaire, tandis que les ARA2 n'ont aucun effet bénéfique sur ces résultats, à l'exception d'un effet favorable sur l'infarctus du myocarde sans être significatif. Alors, mais qu'en est-il de l'effet de ces IEC et des ARA2 sur la prévention de la maladie rénale chronique chez les patients diabétiques? Et pour mémoire, je vous rappelle que 60% des patients diabétiques sont hypertendus. Et dans la population des patients diabétiques anciens, c'est-à-dire des patients de plus de 10 ans, qui sont souvent des patients considérés à haut risque d'événements cardiovasculaires, eh bien, près de 20 à 40% de ces patients vont développer une maladie rénale chronique qu'il faudra toujours essayer de guetter par la recherche d'une micro- et macroalbuminurie. En effet, donc la mise en évidence de cet élément-là constitue non seulement un facteur de risque de progression de la maladie rénale chronique vers l'insuffisance rénale, mais également un facteur de risque d'événements cardiovasculaires et de décès. Alors, les essais randomisés sont extrêmement nombreux et les controverses subsistent malheureusement concernant le traitement antihypertenseur optimal chez les patients diabétiques. Mais ce que l'on peut dire, c'est que je vous fais référence à ce travail, donc, où vous avez donc, toute une revue donc, des études qui ont évalué les effets des sartans versus placebo et les effets des IEC, donc plus ou moins associés à d'autres traitements versus placebo. En ce qui concerne donc, les sartans, c'est l'irbesartan qui se distingue par rapport aux autres molécules avec une réduction significative des événements rénaux de moins d'1% en prévention secondaire, mais sans qu'il y ait un impact significatif sur la mortalité cardiovasculaire et la mortalité totale. Par contre, en ce qui concerne la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, dans l'essai ADVANCE qui a évalué l'association du périndopril-indapamide, eh bien, ce couple thérapeutique est non seulement efficace sur la réduction de la pression artérielle systolique de manière significative, mais en plus a un impact très favorable sur la réduction des événements rénaux, aussi bien en prévention primaire qu'en prévention secondaire, avec en plus un effet bénéfique sur la mortalité cardiovasculaire et la mortalité totale. Donc, je terminerai par ces messages essentiels. Donc, pour rappeler que les inhibiteurs du système rénine-angiotensine aldostérone se caractérisent par leur hétérogénéité pharmacocinétique et cardiovasculaire, qui semble être plutôt à la faveur des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion diminuent la mortalité toute cause et les événements cardiovasculaires chez les patients à risque élevé. Et dans la population particulière du patient diabétique et hypertendu, eh bien, les IEC, en plus de leur effet de protection cardiovasculaire, ont un effet de protection simultanée rénale permettant de réduire la micro- et macroalbuminurie tout en ralentissant la progression de la maladie rénale. Alors, vous avez bien vu que l'hypertension artérielle, en association avec les facteurs de risque cardiovasculaires que sont le diabète, le cholestérol et autres, induisent une dysfonction endothéliale qui semble être ainsi le point de départ du continuum des maladies cardiovasculaires, mais qui est également la pierre angulaire de la dysfonction érectile que l'on retrouve chez les patients à risque élevé. Et donc, pour faire le lien avec la session de ce soir, qui est une session qui va être orientée sur la dysfonction érectile dans la population des patients à haut risque, eh bien, je vous fais... donc, je vous illustre donc, cette présentation par ce cas clinique, donc, qui est un patient jeune de 55 ans, qui était diabétique 2 ans avant son événement cardiovasculaire, mais mal suivi malheureusement, et qui, en juin 2020, a fait un événement coronaire pour lequel il a bénéficié d'une angioplastie avec un stent actif. Donc, depuis cette date, ce patient donc, est traité pour son diabète et sa dyslipidémie avec tout le traitement de la cardiopathie ischémique. Et dans le cadre de son suivi, donc 3 mois après la dilatation coronaire, donc, le patient se porte bien donc, sur le plan coronaire, mais il me fait des aveux. Il me dit qu'il a des problèmes de dysfonction érectile, ce qui va un petit peu déclencher une série d'explorations vasculaires, lesquelles toutes vont s'avérer négatives. Donc, et une consultation spécialisée d'urologie a également été initiée et laquelle a abouti à un traitement médicamenteux par sildenafil. Le problème, c'est que 6 mois plus tard, en fait, 3 mois après cette première consultation spécialisée, eh bien, le patient revient, on va dire un petit peu la tête baissée, en me disant « Docteur, j'ai toujours le même problème ». Alors, ceci nous amène à une série de questions qui sont extrêmement nombreuses
et qu'on aura certainement l'occasion d'aborder tout au long de cette session. Quel est le risque lié à la prescription des inhibiteurs de la phosphodiestérase chez les patients à risque élevé? Quelles sont les options thérapeutiques en cas d'échec du traitement médicamenteux? Et enfin, pour notre ami psychiatre, y a-t-il finalement une place pour une prise en charge spécialisée et à quel moment? Et donc, je terminerai par cet aphorisme philosophique pour dire finalement, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et voilà, peut-être qu'à partir de cette conclusion, on réussira peut-être à trouver d'autres options thérapeutiques pour nos patients coronariens connus. Je vous remercie. Pour la fin. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Présidente pour cette idée lumineuse de nous avoir choisi ce thème. Et puis, c'est la dysfonction érectile qui est souvent retrouvée en pratique quotidienne. Le cardiologue, il est là pour connaître et surtout rechercher cette dysfonction érectile, parce que hormis son impact psychologique, elle peut être révélatrice de maladies cardiovasculaires. La dysfonction érectile est fréquente et on retrouve souvent dans une proportion de 60 à 70% chez les insuffisants cardiaques. Et quand on a des facteurs de risque cardiovasculaires ou quand on est malade avec traitement, la sexualité peut se compliquer. Et sans oublier que certains médicaments à visée cardiaque peuvent altérer l'activité sexuelle, mais également les médicaments qu'on utilise pour traiter la dysfonction érectile doivent être utilisés avec beaucoup de précaution chez le patient cardiaque. Sans trop tarder, je vais laisser la parole au professeur Sabri Mohamed, qui est cardiologue interventionnel, qui était auparavant à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, et actuellement il est à l'hôpital Cheikh Khalifa, pour nous parler de l'atteinte cardiovasculaire et dysfonction érectile. À toi la parole, professeur Sabri. Merci, docteur Agoumi. Merci, Madame la Présidente, pour cette invitation. Donc, pour cette réunion mensuelle de l'Association des médecins privés de cardiologues de Rabat. Heureux de vous retrouver via cette vidéoconférence et espérant de vous retrouver rapidement, donc en présentiel, pour discuter, pour reprendre nos réunions scientifiques. Donc aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est vaste, qui est multifactoriel, qui s'intéresse à un sujet tabou, la dysfonction érectile. Dans ce sujet, il y a beaucoup de non-dits, comme l'a dit Madame la Présidente. Et donc, mon sujet sera consacré à cette association entre la dysfonction érectile et les maladies cardiovasculaires. La dysfonction érectile est une maladie vasculaire qui est fréquente. En fait, 150 millions d'hommes dans le monde en sont victimes, avec 10% des patients de plus de 35 ans et plus de 75% des patients de plus de 70 ans. Cette pathologie coexiste avec les maladies cardiovasculaires et parfois il les précède, et donc c'est une occasion à la recherche et à l'évaluation cardiovasculaire et à la recherche de ces maladies cardiovasculaires. Sur le plan physiopathologique, le lien entre la dysfonction érectile, quand il est d'origine vasculaire, et la dysfonction érectile, c'est la dysfonction endothéliale. Comment ça? En fait, en cardiologie, il est formellement démontré que les facteurs de risque cardiovasculaire entraînent une dysfonction endothéliale. Et il est démontré que cette dysfonction endothéliale est l'événement initiateur de mécanismes d'athérogénèse qui va aboutir à plusieurs pathologies cardiovasculaires d'origine athérovasculaire. Donc, c'est la plaque qui a été montrée par Dr Tazi il y a quelques instants.
D'autre part, donc, les cellules endothéliales recouvrent les espaces sinusoïdaux dans le tissu caverneux de l'organe génital externe chez l'homme. Donc, il est logique que l'altération de ces cellules endothéliales donc, va aboutir donc, aux mêmes conséquences physiopathologiques. Donc, au niveau concernant la dysfonction endothéliale, comment ça se passe normalement? En fait, l'endothélium, quand il est normal, il va sécréter le monoxyde d'azote, donc qui va activer les guanylates cyclases, permettant la formation de la GMP cyclique qui est responsable de la relaxation des cellules musculaires lisses et va aboutir à la vasodilatation. Inversement, quand il y a une dysfonction endothéliale, il y a une diminution de sécrétion de monoxyde d'azote, donc il y a une insuffisance de production de la GMP cyclique et donc on n'aura pas une vasodilatation suffisante pour entraîner une érection et on est dans la dysfonction érectile. Donc, plusieurs études se sont intéressées à l'évaluation de la fonction endothéliale dans cette pathologie qui est la dysfonction érectile. Et parmi ces travaux, donc, il y a une étude observationnelle qui s'est intéressée à peu de malades. Donc, c'est une série qui a comparé 30 patients avec une dysfonction érectile à un groupe de contrôle de 27 patients. Le but, donc, c'était de rechercher les anomalies fonctionnelles vasculaires chez les patients ayant une dysfonction érectile. Et cette évaluation fonctionnelle, donc, consistait à la recherche, donc à la mesure de l'épaisseur intima média, évaluation de la distensibilité et la compliance, mais surtout aussi l'évaluation de la vasodilatation endothélium dépendante et endothélium indépendante. Il ressort de l'étude effectivement qu'il y a une différence significative entre les deux groupes de patients. Les patients qui sont en dysfonction érectile ont une dysfonction endothéliale avec une diminution de la vasodilatation endothélium dépendante et endothélium indépendante. Toujours dans le même ordre d'idées, donc il y a cette étude qui a été publiée en 2014 et qui concernait 130 patients donc qui ont été colligés de façon prospective. Et tous ces patients-là ont bénéficié d'une coronarographie qui a montré des coronaires qui sont angiographiquement normaux et qui ne montraient pas de lésions significatives en tout cas. Donc, et en paire coronarographie, donc à la fin de la coronarographie, donc on a évalué la fonction endothéliale comment en injectant de l'acétylcholine en intracoronaire. Par la suite, donc on a scindé les patients en deux groupes. Un groupe donc, qui a les caractéristiques de dysfonction endothéliale et un groupe donc, qui a une fonction endothéliale qui est normale. Après un suivi donc, de 8 ans, donc, on a constaté que la dysfonction endothéliale est un facteur indépendant de survenue de la dysfonction érectile chez cette catégorie de patients. Une deuxième théorie physiopathologique, c'est la taille des artères. Donc, ce principe de taille des artères est connu en cardiologie. Donc, vous savez que dans le cadre de la maladie polyartérielle, donc on sait très bien qu'un artéritique est potentiellement un patient coronarien jusqu'à preuve de contraire. Et parmi les explications, c'est la taille des artères au niveau du membre inférieur par rapport aux artères coronaires. De la même façon, regardez ici que la taille donc, des artères au niveau pénien, c'est 1 à 2 mm, comparé à 3 et 4 mm au niveau coronaire et 6 à 8 au niveau des artères de membre inférieur. Donc, les auteurs de ce papier donc, ont démontré que pour la même charge d'athérosclérose, donc il est logique que le retentissement serait plus important au niveau des artères de petite taille, c'est-à-dire au niveau pénien, par rapport aux autres territoires. Mais les auteurs recommandent donc d'autres études cliniques pour confirmer
ou infirmer cette hypothèse physiopathologique. La dysfonction érectile aussi est un facteur prédictif de maladies cardiovasculaires. C'est ce qui a été montré par cette méta-analyse qui montre que la dysfonction érectile augmente le risque de survenue des événements cardiovasculaires totaux de plus de 44%. Il augmente le risque de survenue d'un infarctus de myocarde de 66%. Il augmente le risque des accidents vasculaires cérébraux de 39%, avec une augmentation d'un risque de mortalité cardiovasculaire de 25%. Sur un échantillon aléatoire de 1400 patients, donc, dont les caractéristiques de base sont les suivants, donc, sont des caractéristiques de base. Donc, on a recherché la dysfonction érectile. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, en fonction de la tranche d'âge, donc entre 40 et 49 ans, la prévalence est de 2%. Au-delà de 70 ans, la prévalence, elle passe à 39%. Quand on s'intéresse à l'incidence des maladies cardiovasculaires pour 1000 patients, en fonction de la tranche d'âge et en fonction de la présence ou non de la dysfonction érectile, donc on trouve qu'en l'absence de dysfonction érectile, cette incidence est de 0,9%. Et après 70 ans, c'est 23%. Contrairement en présence d'une dysfonction érectile, regardez donc dans la tranche d'âge 40 à 49%, donc on a l'incidence qui passe de 0,9 à 48,5%. Par contre, pour la tranche d'âge au-delà de 70 ans, donc il passe de 23 à 29,6%. Et les auteurs donc, de papier, donc, ils concluent que chez le sujet jeune, la dysfonction érectile augmente le risque cardiovasculaire. Par contre, pour le sujet âgé, l'importance pronostique de la dysfonction érectile n'est pas très importante. D'autres auteurs donc, ont essayé de trouver une preuve radiologique à l'association entre les maladies cardiovasculaires et la dysfonction érectile. Ils ont mené une étude prospective donc, concernant 91 patients ayant bénéficié tous d'une coronarographie. Et donc, tous ces patients-là qui ont des lésions coronaires vont bénéficier d'une angiographie de l'artère pudendale. C'est quoi cette artère pudendale? C'est une branche de l'artère iliaque. Et on va évaluer donc, la sténose au niveau de cette branche de l'artère iliaque au niveau proximal, au niveau médian et au niveau distal. Donc, il ressort de l'étude qu'il n'y a pas de corrélation entre la sévérité de la dysfonction érectile chez les patients coronariens et l'atteinte de l'artère pudendale. Et en fait, les auteurs pensent que plutôt donc, la dysfonction érectile est due à une dysfonction endothéliale plutôt qu'à une obstruction mécanique dans ce cas particulier. Donc, ceci donc, va nous ramener à parler un petit peu de l'évaluation de risque cardiovasculaire chez les patients ayant une dysfonction érectile. Et vous savez que la stratification de risque, il se base sur des éléments cliniques, sur la biologie, sur l'imagerie. On a le fameux diagramme SCORE, donc, qui va nous permettre de prédire le risque de survenue des événements cardiovasculaires à 10 ans, mais ceci chez les patients qui sont supposés sains, non diabétiques et qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Et ce diagramme, donc, comme on le sait tous, il prend en considération l'âge, le sexe, la présence ou non donc, le taux de cholestérolémie, de cholestérol total, la tension artérielle.
Dans son dernier rapport, donc, la Société européenne de cardiologie, donc, en matière de prévention des maladies cardiovasculaires, a classé les patients en 4 catégories, donc très haut risque, le risque modéré et le bas risque en fonction de la présence ou non d'une maladie cardiovasculaire, de présence de diabète avec un retentissement sur les organes cibles, en présence ou non de l'insuffisance rénale et en fonction de score. Dans ce même rapport, qu'est-ce qu'ils disent les auteurs des recommandations? Ils disent que les patients ayant une dysfonction érectile doivent bénéficier d'une évaluation de risque cardiovasculaire avec la recherche des symptômes de maladie cardiovasculaire avec un niveau avec niveau de preuve classe 2A-C. L'association dysfonction érectile et maladie cardiovasculaire pose 2 problèmes. Quand le patient vient pour une dysfonction érectile, donc on doit rechercher la maladie cardiovasculaire et on doit donc stratifier le risque pour mettre le malade soit dans le bas risque, le risque intermédiaire et le haut risque. Et quand on a un malade cardiaque, on a une pathologie cardiaque, on doit donc gérer l'activité sexuelle de ce patient. Et toujours, donc, on va mettre le patient, il faut mettre le patient dans une catégorie en fonction de risque bas, intermédiaire ou low risque. Donc, comment on va classer ces patients? Les patients à bas risque, ce sont des patients ayant une hypertension artérielle contrôlée. Ce sont les patients qui sont asymptomatiques avec au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire, excepté l'âge et le sexe. Les patients qui ont une atteinte valvulaire donc, qui est modérée, les patients qui ont un angor stable, les patients qui ont été revascularisés avec succès et les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique. Les patients, donc, le risque intermédiaire concerne les patients qui sont victimes d'un infarctus de myocarde ou d'un événement aigu, les autres qui sont asymptomatiques avec plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire, une dysfonction ventriculaire gauche stade 2 de l'ANIA, présence donc d'un angor stable donc avec signe de sévérité lors, par exemple, d'une épreuve d'effort ou d'un test de stress. Et puis, il y a le groupe à haut risque, ce sont les malades instables, donc les syndromes coronariens aigus, les patients hypertendus non contrôlés, les patients stade 3 4 de l'ANIA qui sont en dysfonction ventriculaire gauche, les patients à haut risque cardiovasculaire et les patients ayant une atteinte valvulaire significative ont une cardiomyopathie hypertrophique. Donc, en présence d'une dysfonction érectile à bas risque, donc on va pouvoir traiter ces dysfonctions érectiles par les moyens médicamenteux, donc sans grand problème. Pour les patients à haut risque, donc on ne doit pas s'intéresser à la dysfonction érectile à ce stade-là, et donc on va surtout s'intéresser à l'atteinte cardiovasculaire qui engage le pronostic et par la suite, on va traiter la dysfonction érectile. Pour les patients à risque intermédiaire, donc on va essayer d'utiliser des tests d'ischémie et on fait une évaluation par l'imagerie pour pouvoir mettre les patients soit dans la catégorie bas risque, soit dans la catégorie haut risque. Concernant le deuxième problème, c'est-à-dire les patients cardiaques à qui donc on doit donner un conseil concernant leur activité physique. Il faut toujours se rappeler que l'activité sexuelle
est l'équivalence d'une activité physique modérée. Donc, ceci donc, a été publié par la Société anglaise de médecine sexuelle, donc, qui a évalué le nombre de mètres donc, qui sont lors d'une activité sexuelle qui ne dépasse pas 3 mètres. Et quand vous regardez les activités quotidiennes, de la vie quotidienne, donc en général, c'est entre 2 et 6 mètres par activité en fonction de l'importance de cette activité quotidienne. Ceci dit que l'activité physique est une activité normale, donc qui peut être pratiquée par de nombreux malades cardiaques. Et c'est pour cette raison qu'on va reprendre toujours, donc en fonction de bas risque, moyen risque et haut risque, les différentes catégories de patients cardiaques, et notre conseil donc va prendre en considération cette stratification de risque. Les patients donc à bas risque donc peuvent avoir une activité physique, une activité sexuelle normale, donc sans aucune restriction. Les patients qui sont à haut risque, donc on va leur conseiller de ne pas faire d'activité sexuelle de façon provisoire, donc jusqu'à il faut régler d'abord le problème cardiaque, et pour le risque intermédiaire, donc il faut les dispatcher entre le bas risque et le haut risque en fonction des résultats des tests d'ischémie. Donc, comme ça a été dit donc, dans l'introduction donc, par Madame la Présidente et Dr Agoumi, donc, la dysfonction érectile donc, peut être aussi secondaire à la prise de médicaments. Il y a pas mal de médicaments qu'on utilise dans notre pratique quotidienne et qui peuvent être responsables d'une dysfonction érectile. Pas mal donc d'antihypertenseurs, à savoir les diurétiques thiazidiques, spironolactone, méthyldopa, les bêta-bloquants, le verapamil, mais aussi d'autres médicaments qui sont utilisés soit en gastro comme les antihistaminiques, les antidépresseurs qui sont responsables de dysfonction érectile. Sur le plan thérapeutique, donc, la question qui revient toujours, c'est l'utilisation des inhibiteurs de phosphodiesterase 5 dans la dysfonction érectile. Donc, il faut dire que ces médicaments-là peuvent être utilisés chez la plupart des cardiaques. Il faut juste faire attention à ne pas associer ces médicaments-là avec les dérivés nitrés. C'est le risque le plus important. Les contre-indications ne sont pas nombreuses. Il s'agit de l'insuffisance rénale et insuffisance hépatique sévère, la présence d'un rétrécissement aortique ou d'une cardiomyopathie hypertrophique qui est obstructive. Mais en dehors de ces situations, on peut prescrire donc, ces médicaments-là de façon large, et ils peuvent même être bénéfiques parce qu'ils ont montré et on a montré avec ces médicaments qu'ils augmentent la réserve contractile au niveau du cœur. Et leurs effets secondaires ne sont pas nombreux, comme comme la plupart des médicaments. Ils peuvent entraîner donc des céphalées, des dyspepsie, congestion nasale, des vertiges, des myalgies, mais sans plus. Le plus important, c'est de faire attention à ne pas les associer avec les dérivés nitrés. En conclusion, on va dire que la dysfonction érectile est une pathologie qui est fréquente. Le principal lien entre les maladies cardiovasculaires et la dysfonction érectile, c'est la dysfonction endothéliale. La lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire peut diminuer le risque de survenue de dysfonction érectile. Il faut toujours évaluer le risque cardiovasculaire global pour prendre en charge le patient dans sa globalité. Et enfin, l'origine vasculaire de la dysfonction érectile
est importante, mais ne doit pas cacher les autres aspects physiques, psychologiques et pharmacologiques. Donc, c'est ce qu'on va voir certainement avec la présentation de Dr Qandili. Je vous remercie. Je prends la parole. Merci, professeur Sabri, pour cette présentation qui, pour moi, urologue, m'a apporté beaucoup de choses. C'était extrêmement intéressant. Je remercie. Alors, je voudrais un mot de la présidente qui m'a demandé de rappeler aux gens qu'il y avait une boîte de questions-réponses pour ceux qui voulaient poser des questions. On va les traiter après toutes les présentations. Et à mon tour, je voudrais remercier les cardiologues pour lesquels j'ai une grande affection. J'en ai beaucoup comme amis et de m'avoir invité. Et c'est avec plaisir que je suis là avec vous, même si c'est mon anniversaire, mais c'est toujours un plaisir parce que la plupart sont mes amis. Donc, sans plus tarder, je vais présenter la prochaine oratrice, Dr Iman Qandili, qui est psychiatre, addictologue, sexologue, qui est président de la Société de médecine addictive et des pathologies associées, qui va parler de la sexualité et la qualité de vie chez les patients cardiaques. Sujet extrêmement intéressant parce que tout ça dont on parle, c'est de la qualité de vie et surtout les sujets âgés ou les sujets de plus de 50 ans. On sait à combien le problème de dysfonction érectile, quel que soit, c'est des problèmes, c'est des maladies, mais il ne faut pas oublier qu'on traite des êtres humains et ces êtres humains, on doit les prendre dans leur globalité. Je suis curieux de savoir ce que va dire Dr Iman Qandili. À vous la parole. Alors bonsoir. D'abord, je voudrais remercier Madame la Présidente et toute l'association de m'avoir invité ce soir. C'est d'autant plus agréable d'être avec des urologues et des urologues également des cardiologues. Donc nous sommes dans toutes les régions du plaisir réunis en même temps. Il ne manquait plus que le cerveau pour les faire fonctionner. Alors, est-ce que vous avez droit à mon écran là? Est-ce que vous avez accès à mon écran ou pas? On vous voit, vous. On va essayer de partager Oui. la présentation. Donc, si vous pouvez cliquer sur écran partagé. OK. Vous allez retrouver là tout de suite, partage l'écran. Est-ce que là, c'est bon? Alors là, vous cliquez sur votre bureau, la première fenêtre. C'est fait. Est-ce que vous avez tout? Alors, toujours pas. Vous l'avez? Ça va venir, ça va venir. Là, oui. Normalement, ça devrait arriver. C'est parfait, c'est parfait. Donc là, vous l'avez? Voilà, donc je disais, c'est très agréable. C'est bon? Parfait. OK. Alors, parler de sexualité chez le patient cardiaque, bon, il est intéressant de voir comment les patients déjà en cardiologie, j'ai beaucoup d'amis cardiologues avec lesquels j'ai le plaisir de travailler, donc ils m'envoient leurs patients qui, en général, sont stabilisés, mais qui présentent une qualité de vie, voire des problèmes d'ordre sexuel, souvent, on va dire, non pas seulement organiques, même s'ils sont suivis sur le plan organique, cardiologique, avec souvent aussi dyslipidémie, obésité, ils sont aussi tabagiques, donc on a plusieurs facteurs de risque en même temps qui doivent être travaillés, mais on a cette fameuse angoisse de performance et surtout on a ce problème d'éducation sexuelle sur les maladies chroniques parce qu'il y a un gros tabou qui persiste même dans le monde médical auprès des médecins eux-mêmes qui n'abordent pas toujours cette sphère parce que le côté organicité, le côté fonctionnel, on va dire, et le côté survie prime sur le plaisir. Bon, le plaisir, heureusement ou malheureusement, est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, il y a le mythe et il y a la réalité. Dans le mythe et la réalité, c'est ce qu'on attend. C'est-à-dire, OK, quand on parle de pathologie cardiaque, tout le monde n'a pas une insuffisance cardiaque sévère et n'est pas dans un stade 3. Donc, il y a plusieurs stades. Et on va dire que la majorité des dysfonctions sexuelles et des patients cardiaques peuvent reprendre une activité sexuelle et vous me corrigerez, selon l'association des cardiologues, dès la première semaine, sauf quand on est à stade 2 qu'il faut stabiliser ou un stade 3, comme a dit mon collègue tout à l'heure. Maintenant, les attentes, non seulement du patient, de sa partenaire, ne sont pas toujours les mêmes. On a un gros souci aussi à appréhender parce que qui dit problème sexuel dit aussi problème de conjugopathie ou de problème de couple. Déjà, il y a un avant avec une pathologie cardiaque qui en général s'est chronicisée, puis il y a un après avec des prises en charge qui sont, et vous me corrigerez, qui sont souvent tardives ou retardées, et puis il y a l'après avec un refonctionnement qui dans le couple, quand c'est un couple, quand c'est une situation maritale, eh ben, les choses se sont installées, se sont figées, ce n'est pas toujours évident de reprendre une intimité.
Maintenant, la sexualité entre les partenaires, c'est quelque chose à appréhender de différentes manières. Tout à l'heure, notre collègue a dit, j'ai un patient qui avait des problèmes de dysfonction sexuelle, 55 ans, si je me souviens bien, diabétique, qui fait un accident et qui est coronaire et qui est pris en charge et qui se retrouve sous sildenafil et qui revient sous sildenafil en disant qu'il a exactement le même problème. On rencontre souvent, même chez des patients qui ont été, c'est-à-dire qui ont été médiqués par nos collègues cardiologues, etc., c'est-à-dire mis sous antidépresseurs pour leurs troubles anxieux ou angoisse de performance, etc., avec le sildenafil qui revient souvent, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être prescrites. Les patients ont des soucis tout simplement parce qu'il y a une appréhension de l'acte sexuel et que l'acte sexuel est souvent confronté ou à des angoisses par rapport à la maladie cardiaque qui sollicite le cœur, ça c'est sûr, augmentation de la fréquence cardiaque, excitation, augmentation du pouls, etc. Mais les patients vont aller lire, en ce qui concerne particulièrement les plus anxieux d'entre eux, parce qu'il y a des personnalités de base, vont aller lire, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller chez Dr Google et ils vont revenir sur des choses qui sont tout simplement, il y a un pourcentage de morts subites en activité sexuelle pour des personnes qui sont cardiaques, il y a ceci, il y a cela. Et ils ont un gros souci à poser également leurs questions parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et j'en parlais tout à l'heure, appréhender la sphère sexuelle par le médecin traitant est important également. Ne pas attendre que le patient pose la question parce que selon les statistiques, il n'y a seulement que 20% des patients qui vont parler du souci de dysfonction sexuelle de manière spontanée, en tout cas leur cardiologue. Chez l'urologue, je pense que ça se passe différemment, la sphère génitale étant plus appréhendée. Maintenant, les stades et les pathologies liées à la dysfonction sexuelle, il n'y a pas que le problème d'érection en lui-même. Souvent, le problème d'érection va être inhérent à un trouble du désir et un trouble de l'excitation avant de pouvoir penser à autre chose. Le trouble du désir ou l'anédonie, c'est-à-dire la perte de désir et de plaisir, est très lié aux symptômes dépressifs ou les symptômes anxio-dépressifs qui sont liés aussi à la maladie cardiaque, qui est une maladie lourde. Le cœur est un organe noble, et puis c'est un organe qui est extrêmement important. Et nous avons culturellement, on va dire culturellement, quelles que soient les sphères socio-intellectuelles, on a une appréhension du cœur. Le cœur est le principal. C'est-à-dire le cœur est à la base de la vie, c'est la chose la plus importante. Donc, ce qui se passe après un accident ou après une prise en charge sévère, après un angor, après un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque chronique, etc., ce qui se passe, c'est que le plaisir devient un second lieu. Tout dépend de l'âge, bien entendu, mais on sait bien comment ça fonctionne d'un point de vue sexuel culturellement, puisqu'on appelle la ménopause en arabe sinliès. Donc, ça veut tout dire. C'est la dépression, l'âge et la sexualité vont souvent, ou la perte de désir sexuel vont souvent ensemble, ce qui est très péjoratif. Donc, par rapport à la femme déjà, avoir un partenaire, qu'elle soit, elle, performante ou pas, c'est une chose, mais avoir un partenaire qui a un trouble de l'érection, qui est en demande de sexualité suite à une prise en charge pour son trouble de l'érection et qui est là, qui est dans une présence et une demande d'intimité, peut être embêtant chez la partenaire. Dans quel sens? Dans le sens où les attentes par rapport à la sexualité dans le couple ne sont pas les mêmes. Et si la partenaire n'est pas dans une aide à une qualité de vie et une qualité de vie sexuelle, ou tout simplement le paramètre sexualité ne rentre pas comme paramètre de qualité de vie chez la partenaire, il est difficile d'avoir des rapports sexuels satisfaisants et d'avoir un réel fonctionnement de couple. Maintenant, la satisfaction sexuelle, oui. Une solution permanente, oui. Une relation de couple, une vie normale. Donc, il y a beaucoup de challenges pour l'urologue. On en a parlé il y a quelques jours, on a parlé des implants péniens et pas mal de choses. C'est-à-dire il y a la recherche d'une érection à tout prix. C'est bien, le sildenafil est arrivé en 98 pour pouvoir arranger tout ça. L'éjaculation prématurée, je parlerai de la dapoxétine. La dapoxétine qui est un ISRS, c'est-à-dire c'est les familles des antidépresseurs sérotoninergiques, qui est très efficace pour l'éjaculation prématurée qu'on a au Maroc également. Il y a pour la prise en charge également les ISRS tout court, c'est-à-dire pas seulement pour l'éjaculation prématurée, mais pour l'angoisse de performance, les troubles anxieux, les symptômes dépressifs inhérents à la maladie chronique
qu'elle soit cardiaque ou autre, on voit une levée de la perte de désir, on voit une amélioration de l'excitabilité, une amélioration de la relation sexuelle, de la satisfaction et un retour du plaisir quand on prescrit des antidépresseurs à des malades chroniques ou à des malades cardiaques sous traitement, même juste après un épisode difficile. Maintenant, le challenge, ce n'est pas juste une bonne érection, c'est surtout avoir une relation sexuelle satisfaisante pour les deux, ce qui n'est pas une affaire simple. Il y a une sexualité avant maladie cardiaque ou maladie chronique lourde, il y a une sexualité après. Ça ne veut pas dire qu'elle va être moins bonne automatiquement, même si l'érection a besoin de médicaments ou si l'érection n'est pas bonne. La relation sexuelle, c'est un tout. La relation sexuelle est faite de préliminaires, elle est faite d'un contexte, elle est faite d'un apport cérébral et d'une excitabilité qui va aller dans la complicité entre les partenaires, dans une excitation du partenaire et non pas seulement dans une érection dans une érection pure et dure, sans faire de jeu de mots, et point. Et c'est très important de pouvoir faire la différence, en fait, entre les attentes d'une femme et les attentes d'un homme, parce que les demandes ne sont pas en miroir. Et en fait, ce qui se passe chez le patient homme, par exemple, qui va être pris en charge et qui va se sentir amoindri dans sa virilité parce qu'il y a eu un épisode cardiaque grave et puis tout simplement qu'il est sous traitement, qu'il voit qu'il a une dysfonction érectile, etc. Ça ne veut pas dire qu'il est moins performant sexuellement, parce qu'on connaît le problème de performance et les images de virilité dans notre contexte socioculturel particulièrement. Au contraire, ça peut amener de la complicité, ça peut améliorer la relation sexuelle, ça peut changer la relation sexuelle vers quelque chose de plus érotique, de plus complice, et des fois avec même plus de plaisir. Et à ce moment-là, cette complicité, mais avec une aide médicamenteuse, va aider à une meilleure relation sexuelle. Ce n'est pas parce qu'on va prescrire du sildenafil ou autre. Moi, je vous dis ce que je préfère. Ce que je préfère après, je préfère le tadalafil 5 mg retard qui, avec une érection à la demande, on est moins génitocentré quand c'est possible, bien sûr quand le médecin traitant le permet. Donc, ça permet aux patients d'être moins génitocentrés, parce que le patient, quand il est tributaire d'un médicament pour avoir un rapport sexuel, il le prend, mais ça le dérange. Et ça dérange la partenaire. Et des fois, dans notre contexte d'angiopathie particulièrement marocain, c'est que, comme on dit, la femme n'a pas la langue dans sa poche, et on peut dire des choses des fois très difficiles qui vont être extrêmement castratrices pour l'homme. Donc, des fois, le Cialis retard, le tadalafil retard, avec une érection possible à la demande, avec un traitement de fond, est meilleur, associé à des stimulateurs de la libido, qui peuvent être pour certains des placebos, ou un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, même à demi-dose. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'accident cardiaque et de sexualité ? Tout simplement parce que les patients vont aller sur les sites et pour voir est-ce qu'un acte sexuel va pouvoir déclencher un souci. Je l'ai vu aussi avec les patients Covid, quand ils récupèrent après 3 à 6 mois, qui ont très peur d'une relation sexuelle parce qu'ils ont peur de s'essouffler et donc de faire un problème cardiaque ou cardio-respiratoire, et qui, eux, même quand il n'y a aucune contre-indication, qu'il n'y a pas de problème d'érection, vont avoir du mal à reprendre une sexualité normale. Alors, donc, ça, vous en avez parlé, hein, tout ce qui est les patients à bas risque, risque intermédiaire et les hauts risques, etc. Alors, la dysfonction sexuelle et la maladie cardiaque, je pense qu'elle est tributaire. On va dire quel est le rôle du psychiatre là-dedans, ou du psychiatre sexologue, parce que c'est la sexologie qui prime, mais non pas, c'est vraiment l'éducation et la médiation dans le couple. Déjà, pouvoir permettre la relation sexuelle, quand je dis pouvoir la permettre, c'est-à-dire la déstigmatiser. Ce n'est pas parce il n'y a pas que. Alors, le problème cardiaque peut être lié directement à la dysfonction sexuelle parce qu'on a une physiologie qui le prouve, mais d'autres maladies qui sont des pathologies organiques, chroniques, et qui pourtant ne touchent pas la sphère de la sexualité, en fait, altèrent la sphère du plaisir. C'est comme si
si on était malade, le plaisir ou la sexualité allait venir en troisième ou en quatrième lieu. Il y a une certaine culpabilité au plaisir qui est là, d'où l'importance de l'éducation sexuelle, l'importance d'avoir des fois une séance avec le couple pour dire, mais vous savez, ok, il a un pacemaker, il a un défibrillateur, mais il peut faire l'amour. Il y a différentes manières, il y a une érotisation à voir, vous pouvez vous faire des massages, quel que soit l'âge, etc. La difficulté aussi de parler de sexualité vient du fait que nous, médecins, on a du mal aussi à aborder la sexualité ou le plaisir ou la qualité de vie dans le couple et la sexualité quand il s'agit d'un patient lourd, parce qu'on a des priorités. Alors, c'est quand même 60 à 70% des patients avec insuffisance cardiaque. La dépression, c'est plus de 75% des patients avec insuffisance cardiaque. On voit une amélioration importante quand on prescrit des antidépresseurs chez ces patients-là. Pour l'avoir vu avec beaucoup de collègues avec lesquels je travaille, qu'on travaille ensemble. Les généralités de prise en charge entre psychiatre et cardiologue ou psychiatre et urologue ou psychiatre et organisé en règle générale, c'est aussi de pouvoir casser ce mythe que j'ai montré au départ de la performance. La performance ou l'érection à tout prix, il n'est pas ce qui va faire et donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, une relation sexuelle satisfaisante. Pouvoir parler d'une sexualité sublimée avec son patient, ouvrir les portes d'une sexualité sublimée, ouvrir les portes et écouter les attentes du patient, expliquer comment fonctionne un médicament qui va permettre une érection, que ce soit le sildenafil ou autre chose, ou la façon dont on prend en charge, écouter le patient et écouter sa partenaire et en fait narcissiser les deux, c'est-à-dire que la partenaire fasse partie de la consultation quand on va aborder le plaisir et la qualité de vie, particulièrement à travers la sexualité. Et la sexualité, c'est aussi la relation, la sexualité, c'est aussi la communication, la sexualité, c'est aussi le système familial. Donc, en fait, c'est un tout. Et la meilleure des relations sexuelles, on la connaît, nous, on a tendance à dire chez les psychiatres, pour avoir une relation sexuelle satisfaisante, il faut être comme Cléopâtre et César. Ils se préparaient toute la journée, ils faisaient des massages, prenaient des bains de lait, ils se retrouvaient que le soir. Donc, avec le travail, avec la vie actuelle, ce n'est pas toujours évident de dépasser les 5 minutes 30 de moyenne de temps d'éjaculation intravaginale, soit 10 ans, qui donnerait une satisfaction des deux partenaires selon certains critères que je mets en doute. Donc, le suivi psychosexologique, c'est les deux, toujours. Impliquer la partenaire avec son partenaire, avec le patient est important parce que, ça lui donne un rôle, ça la narcissise et elle se sent partie inhérente ou partie intégrée du traitement et de la prise en charge, ce qui permet l'apprentissage de la sensualité, l'autorisation du plaisir parce qu'elle se sent intégrée dans la prise en charge. Donc, quand on parle de troubles sexuels, il n'y a pas que les troubles de l'érection, il y a les anorgasmies qui sont encore plus embêtantes ou les anéjaculations psychogènes ou les éjaculations rétrogrades sans véritable raison et qui sont très, très angoissantes, très castratrices parce que le patient peut, sous traitement, ça on le voit, sous prescription, y avoir une érection longue mais ne pas avoir d'orgasme ou avoir une éjaculation sans orgasme, ce qui est extrêmement angoissant pour le patient. Donc, ils sont dans tous leurs états. En général, on trouve une éjaculation rétrograde. On demande de voir après les premières urines en post-coïtal, de voir s'il y a du sperme dans les urines. Et à ce moment-là, ça rassure le patient. Alors, je vais avancer. Il y a des choses aussi à prendre de manière concomitante parce qu'un patient, OK, avec un problème cardiaque, oui. Un patient avec des facteurs de risque en plus, qui va souvent cacher. Ça arrive. Moi, j'ai un patient, il me dit, voilà, on m'a dit d'arrêter de fumer, de boire, d'arrêter de perdre du poids, etc. Mais en fait, je vais vous dire une chose, j'ai perdu du poids, je n'ai pas arrêté de fumer, je fume quand même 1 ou 2 cigarettes par jour, je bois toujours, etc. Donc, l'exercice physique, il y a toute une hygiène de vie à reprendre, toujours en travaillant sur le modèle, sur le couple. Et surtout, oser aborder la pathologie sexuelle dès le départ, c'est-à-dire dès le début de la prise en charge, même quand la pathologie est lourde, parce que projeter le patient dans le plaisir, le projeter dans l'après, est quelque chose déjà qui va déstigmatiser la maladie lourde, qui va déstigmatiser la maladie chronique. Et quand on pense au plaisir et à la qualité de vie du patient, on est moins concentré dans la maladie, la pulsion de mort, dans le sens, attention, puisqu'on ne parle pas d'après, on ne parle pas de plaisir, on ne parle pas de sexualité. Le patient reste enfermé dans la maladie, reste enfermé dans les choses négatives. Des fois, même l'aborder en
en pré-chirurgie, même l'aborder, c'est quelque chose qui ouvre une fenêtre sur les possibles. C'est une fenêtre sur la vie. Donc, aborder la sphère sexuelle, ça reste une fenêtre sur la vie et je pense qu'il faut oser le faire. Maintenant, les traitements sont nombreux. Les traitements médicamenteux sans une prise en charge des conjugopathies et sans une éducation sexuelle pour les malades chroniques est difficile et souvent elle ne marche pas de la manière dont on le penserait. Il y a aussi pas mal d'abus. Les traitements de fond avec une érection à la demande sont moins angoissants, ils sont mieux tolérés, surtout par la partenaire qui, elle, ne comprend pas et a besoin quand même de ce contexte et de ces préliminaires avant d'avoir juste un médicament, une érection et un rapport sexuel primal. Alors, donc, pas de dysfonction sexuelle sans dysfonction de couple. La maladie, ça fait peur, autant au patient qu'à la partenaire. L'image miroir du couple, c'est la partenaire. Travailler avec la partenaire est extrêmement important parce qu'elle est la fonction qui va rassurer ou elle est la fonction qui va précipiter le trouble ou qui va faire perdurer le trouble et pas des fois concourir à ne pas permettre une amélioration du patient même sur le plan organique. Voilà, donc exclure une psychopathologie est très important, vérifier la cognition et les personnes qui sont génitocentrées et déstigmatiser cette histoire de virilité pour synchroniser le couple, c'est réduire les risques et la qualité de vie. Passe par l'éducation sexuelle pour toutes les pathologies, pour tous les malades et qu'on le veuille ou non à travers leur médecin. Des fois même quand c'est très lourd et que le pronostic vital est mis en jeu, ouvrir une fenêtre sur la vie est une chose qui permet aux patients de lever un peu cette anxiété. Après, il y a des choses qu'on conseille. Dans le cas des pathologies cardiaques particulièrement, il y a des positions particulières, l'andromaque en particulier, des positions à éviter. Il y a le slow sex pour qu'il n'y ait pas ce changement rapidement qu'il n'y ait pas ce changement rapide entre le début et l'excitation et au niveau de l'orgasme où il y a cette fréquence cardiaque qui va sauter au plafond, etc. Donc, il y a des choses plus subtiles qu'on peut conseiller. Le stop and go également. On parle d'assistance sexuelle pour les maladies chroniques ou les personnes qui sont en situation de handicap. On n'en est pas là. Ça, c'est des choses qui existent dans certains pays. Quand on parle d'assistance sexuelle, on parle pour le couple d'une personne qui va pouvoir les aider à comprendre comment ils peuvent s'adapter à la pathologie pour continuer à vivre. Maintenant, aujourd'hui, je pense que le challenge, toute spécialité confondue, c'est tout simplement de permettre une vie avec la maladie, de permettre une vie après la maladie, pendant la maladie. Et quand on dit vie, on dit qualité de vie et donc une permission de pouvoir jouir à n'importe quelle maladie. Parce que non, je voulais faire un jeu de mots pour finir. Donc, le bourgeois gentilhomme, vous aurez beau faire, monsieur, dit la jolie marquise, vous n'aurez jamais mon cœur. Réponse, ne visez pas si haut, madame. Comme ça, on rassemble les urologues et les cardiologues dans une même citation. Et je vous remercie. Jamal, à toi la parole. Oui, je prends la parole et je remercie Madame Kandili. On a appris beaucoup de choses avec elle. Et on va passer peut-être, je pense, Madame la Présidente, on va passer aux questions. Alors moi, je commence par le début. Je commence par une question à Madame Amel Tzazi. Et comme elle est rythmologue, je voudrais avoir son avis sur le vardenafil qui est commercialisé sous le nom de Livitra et qui est contre-indiqué en cas de trouble du rythme. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Amel? Écoutez, je pense que l'intervention de nos amis, aussi bien donc, le cardiologue que la psychiatre, on a bien vu qu'il y avait une prise en charge qui devait être multidisciplinaire, aussi bien sur le plan cardiologique que sur le plan psychologique. Donc, à partir du moment où les traitements médicamenteux sont contre-indiqués de par justement leurs effets pro-arythmogènes, peut-être que une consultation spécialisée chez l'urologue devrait être envisagée pour voir s'il n'y a pas d'autres options thérapeutiques plus, on va dire, mécaniques, sans pour autant passer par un traitement médicamenteux. Et parallèlement, une prise en charge, on va dire, avec une consultation spécialisée
donc chez un psychiatre attitré donc dans le domaine de la sexologie pour pouvoir justement mieux guider la prise en charge de ces patients-là. Merci Amel. Je vais juste rappeler, si vous permettez, juste dire qu'il n'y a pas uniquement que les traitements médicaux par voie oraux. Et que de plus en plus, justement, à cause des troubles, pas que les troubles cardiaques, plein d'autres pathologies ou des désirs des patients, on ne suit pas à la lettre. Ce n'est pas des recommandations, on est obligé de commencer par les traitements oraux, puis les injections. Puis souvent, on peut passer directement aux injections intracaverneuses qui ont un effet local, qui court-circuitent tous les problèmes cardiaques et tout ça. Donc, ça dépend des désirs du patient. Par exemple, un patient diabétique qui a l'habitude de faire de l'insuline, on peut lui proposer de faire des injections intracaverneuses si ça lui semble plus facile. Ça, d'une part. Et moi, je voudrais poser une question, si vous permettez, au cardiologue, parce que ça m'arrive souvent en consultation. C'est des consultations très fréquentes. Et la question se pose toujours. Le patient, avant de lui proposer un traitement oral, il me dit « Docteur, et moi, je sais, je réponds, et vous allez me répondre, je suis devant tous les cardiologues, est-ce que les traitements oraux, sildenafil ou tadalafil, c'est les principaux que j'utilise, est-ce qu'ils peuvent poser des problèmes de cœur? Moi, je leur réponds, et peut-être que j'ai faux, aujourd'hui, je vais avoir la réponse. Moi, je leur dis qu'ils peuvent déclarer des problèmes de cœur. Je suis quelqu'un qui en ont suivi, mais il ne va pas provoquer un problème cardiaque. Maintenant, c'est à vous de me répondre. Je pense que M. Sabri peut répondre à la question. Très bien. Et écoutez, donc, comme je l'ai dit, donc, les inhibiteurs de phosphodiesterase 5 peuvent être utilisés de façon large, mais une évaluation cardiaque, surtout chez les patients qui sont connus cardiaques, qui ont des problèmes, qui sont symptomatiques, s'impose. Parce que pour les scinder en trois catégories, donc le faible risque, le risque intermédiaire et le haut risque. Donc en cas de haut risque, donc c'est contre-indiqué. On ne va pas utiliser donc ces médicaments-là pour traiter la dysfonction érectile. On va se concentrer sur l'atteinte cardiaque. Pour le bas risque, donc on peut se permettre d'utiliser ces médicaments sans problème. Dans la catégorie des patients cardiaques connus sous traitement médical, donc il faut savoir qu'on peut utiliser ces médicaments de façon très large et les contre-indications sont minimes. C'est l'association avec les dérivés nitrés. Donc, quand on associe donc, ces médicaments avec les dérivés nitrés, donc on risque de provoquer des hypotensions, on risque de provoquer des accidents coronariens. C'est contre-indiqué aussi en cas de rétrécissement aortique très serré, en cas de cardiomyopathie hypertrophique obstructive et dans les insuffisants, chez les insuffisants rénaux sévères, l'insuffisance rénale sévère et l'insuffisance hépatique sévère. Mais en dehors de ça, donc, on peut utiliser de façon large ces médicaments-là. Alors, il y a une question qui revient, qui est revenue à plusieurs reprises. C'est toujours pour professeur Sabri. Est-ce qu'il y a un bêta-bloquant à privilégier en cas de dysfonction érectile? Écoutez, les bêta-bloquants et la dysfonction érectile, je crois que les bêta-bloquants ont été incriminés plus que les autres et je crois que c'est à tort parce que au même titre que les autres médicaments, il y a d'autres médicaments comme les diurétiques thiazidiques qui provoquent aussi la dysfonction érectile, mais donc de façon légendaire, on incrimine plus les bêta-bloquants que les autres médicaments. Et on dit que le nibilol, donc Nibilette, donc, il provoque moins de dysfonction érectile donc, que les autres bêta-bloquants. Il faut dire que la dysfonction érectile, ce n'est pas uniquement les bêta-bloquants, c'est les autres médicaments aussi, c'est les thiazidiques, c'est l'aldactone, c'est sprénolactone et aussi les inhibiteurs calciques comme le verapamil et d'autres médicaments. Et les médicaments qui provoquent le moins, ce sont les UC et les ARA2. D'accord.
Alors, on va passer aussi au docteur Khendili. Elle a parlé vous avez parlé de gens qui voient sur Internet. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Vous Oui, parlez des gens anxieux qui vont sur Internet et qui ouais. ont peur de Voilà. provoquer un problème On a cardiaque. aussi un nombre de patients, certains patients qui regardent le prospectus. C'est ce Oui. qu'on appelle l'effet nocebo. Mhm. Alors, ça, c'est notre hantise de tous les jours, parce que les gens, ils viennent nous dire arrêtez ce médicament parce qu'on a une dysfonction érectile. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, ça arrive, c'est encore plus stigmatisant avec les maladies psychiatriques. Ça, on le sait, hein, on prescrit un antidépresseur, un anxiolytique ou un neuroleptique parce qu'on donne des neuroleptiques comme anxiolytiques chez les patients anxieux. Les patients anxieux vont tout de suite aller lire le prospectus. Je pense, moi j'ai rajouté une phrase dans ma consultation, c'est-à-dire que je dis aux patients en introduisant le traitement qu'on est sûr du traitement, qu'il vaut mieux ne pas regarder le prospectus, mais qu'on se donne un mois, qu'ils gardent les prospectus quelque part et qu'ils pourra les lire en post-amélioration. C'est ce que je fais en général avec mes patients. Quand on parle des choses avant de les appréhender, ça permet à l'anxieux de baisser son anxiété. C'est du nefs al-hara, comme on dit. Nefs al-hara, c'est le patient anxieux. Hein. C'est la réalité. On est pointilleux, ils vont aller lire les prospectus, ils vont aller sur Google ou sur les forums, ils vont poser plein de questions, alors que leur cas en général n'est pas obligatoirement inhérent à la situation sur les forums. Donc, ils ont tendance à devenir leur propre médecin. Donc, c'est très simple. Il est très important pour l'anxieux, c'est comme un enfant, parce qu'il va poser tout le temps la même question, qu'il a une mémoire de poisson rouge, de pouvoir le cadrer. Donc, le cadrer, c'est la première consultation, cadrer en disant, écoutez, les médicaments, par exemple, là, moi je parle d'expérience personnelle, les médicaments les plus dangereux qui existent dans le monde, c'est le paracétamol et la pilule contraceptive. Hein. Tout le monde prend la pilule contraceptive, je parle des femmes, et le Doliprane, qu'on le veuille ou non, enfin, le paracétamol reste le médicament. Donc, s'il vous plaît, soyez logique. Aujourd'hui, on est devant une balance bénéfice-risque, donc vous avez besoin de ce traitement. En tant que médecin, vous devez prendre ce traitement. Les prospectus, laissez-les de côté. Si vous voulez absolument les lire, on les lira ensemble dans un mois. Bon, c'est-à-dire en parler à l'avance pour ne pas avoir les répercussions. Sinon, après, ils vont rentrer, ils vont appeler 10 000 fois pour l'assistante, ou ils vont envoyer 10 000 messages quand on donne un numéro, ils peuvent envoyer un message, et c'est angoissant. Donc, cette petite phrase peut des fois permettre l'alliance. C'est comme un enfant qu'on cadre, auquel on donne des règles, et reporter le problème d'angoisse. En général, quand ils s'améliorent, un mois après, ils n'ont pas envie de lire les prospectus, ou là, quand ils vont les lire, ils sont plus amènes à comprendre que c'est pour leur bien. D'accord. Je te laisse la parole, Abdallah, pour la suite des questions, ou tu veux que je continue? Une question qui revient, je n'ai pas très bien compris la question, mais demande la relation entre l'apnée du sommeil et les troubles de l'érection. Alors, je ne sais pas. L'obésité. En neuro, on recherche souvent l'apnée du sommeil chez les patients qui ont des troubles, les réveils nocturnes liés à la miction, les pollakiuries nocturnes, qui peuvent être responsables. L'apnée du sommeil peut en être responsable. J'imagine qu'elle peut être aussi responsable de troubles d'érection. Mais ceux qui se réveillent beaucoup la nuit, en général, ne pensent pas avoir des rapports. Ce n'est pas le lien le plus fréquent. Ça fait dormir. Avant de laisser mon collègue répondre, attention, ça permet de dormir. S'il se réveille beaucoup la nuit, le rapport sexuel est un bon somnifère. S'il a envie. Alors, il y a une question ça je vais répondre, c'est le minoxidil, est-ce qu'il est responsable de dysfonction érectile? Le minoxidil en application locale n'a pas d'effet général, en règle générale, n'a pas d'effet systémique, donc ne devrait pas provoquer de troubles de l'érection. Voilà. D'accord. Alors, je pose encore une question qui est posée peut-être à Dr Khendili. Qu'en est-il de la libido chez la femme cardiaque? La libido est souvent basse. Alors, je vais faire le lien aussi avec l'apnée du sommeil. Les réveils multiples ne permettent pas d'avoir de sommeil profond. Quand il y a un problème d'apnée du sommeil, il y a une baisse de sérotonine. Comme il y a une baisse de sérotonine, il y a la mélatonine et le sommeil on sait que la mélatonine produit des gradations de sérotonine qui sont donc impactées. Qui dit baisse de sérotonine dit baisse de plaisir, dit baisse d'envie de plaisir et de désir, dit anxiété,
mais c'est une anxiété en général plate avec une perte d'énergie et dit dépression. Donc, si vous voulez, la sérotonine, elle rentre dans beaucoup de choses. Il faut des étapes. Elle n'est pas juste un facteur de dépression, elle est un facteur de trouble du sommeil qu'on voit aussi dans les problèmes d'apnée du sommeil, et elle est aussi un facteur de désir. Elle est un facteur de désir. Quand il y a des troubles du désir primaire, c'est-à-dire que la personne a toujours eu des problèmes de désir, un problème d'éducation sexuelle, c'est quelque chose qu'on retrouve surtout chez la femme, pas chez l'homme. Mais quand il y a des troubles du désir secondaire, en général, c'est dû à un événement marquant dans le corps ou un événement marquant dans la psyché. Dans le corps, c'est une maladie, donc une douleur. Alors, c'est la douleur, la pathologie chronique. On est touché dans sa virilité, une chirurgie. J'ai vu des personnes pour des simples chirurgies toutes bêtes se retrouver dans tous leurs états parce que, surtout quand le niveau socio-intellectuel est limité, surtout quand la chirurgie est inhérente, même pour un varicocèle, même pour quelque chose d'extrêmement bête, la personne se sent amoindrie, comme si on avait touché à sa virilité. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer là-dedans. Hein. Les psychiatres, c'est un peu hurluberlu. Donc, c'est même l'âge de circoncision va rentrer dans la maturité sexuelle. Quelqu'un qui va avoir été circoncis en plein Oedipe n'est pas quelqu'un qui va avoir la même angoisse de castration s'il a été circoncis avant l'âge de 3 ans. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte et l'éducation sexuelle reste très importante. Maintenant, le désir, il est biopsychosocial. Il est biologique dans le sens où quand il y a un événement, il y a une baisse des sérotonines, il y a une baisse d'ocytocine, donc de l'attachement et tout ça, et on est dans une certaine angoisse de performance, pour l'homme particulièrement. Et il y a aussi la baisse de désir psychique, c'est-à-dire que la personne a peur de ne plus avoir les mêmes capacités, donc elle préfère être dans l'évitement. C'est comme la personne qui a, par exemple, participé, qui a eu un événement, qui est sortie, qui a eu une crise d'angoisse ou un problème dans la rue, elle va éviter de sortir et puis ça crée l'agoraphobie. Elle ne sort plus de la maison, elle a l'impression que c'est en sortant qu'elle déclenche un problème, par exemple. Et puis, il y a ce qui est d'ordre social et qui est lié à la partenaire, parce que la réassurance est liée par rapport à une partenaire principalement. D'accord ? Comme on sait, par exemple, il y a une étude qui a été faite par l'Organisation des cardiologues, l'Organisation mondiale des cardiologues, que j'ai lu tout à l'heure, qui rapporte qu'il y a plus d'accidents, qu'il y a plus d'angor post-coïtal, qu'il y a plus d'infarctus du myocarde post-acte sexuel, entre guillemets, quand l'acte sexuel est adultère, quand la partenaire n'est pas l'épouse, parce qu'à ce moment-là, il y a plus d'excitation, il y a l'interdit, il y a des choses qui rentrent. Ben, la culpabilité rentre, la culpabilité de mal, parce qu'on est aussi une société qui va avoir des choses plus poussées, parce que il ne faut pas pleurer, il y a le garçon, il y a la fille, etc. Donc même la gestion des émotions et l'accueil de l'émotion d'une personne qui souffre est difficile chez nous. Donc il ne doit pas montrer qu'il souffre, il ne va pas le rapporter, il va le cacher, et il faut une grande alliance pour déjà aller vers son médecin. Alors aller vers sa partenaire, surtout si elle l'engueule à tout bout de champ pour les courses, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des choses aussi qui tiennent du psychosocial plus que du biologique. Très bien, très bien. Il y a une question qui tombe. Maintenant, je pense que je vais la poser au professeur Sbré. Quelle est la place de l'épreuve d'effort cardio-respiratoire dans la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque chronique et présentant une dysfonction érectile? Écoutez, on peut faire une épreuve d'effort cardio-respiratoire pour l'évaluation de l'insuffisance cardiaque, mais parce qu'on a une dysfonction érectile, c'est surtout, si on veut, catégoriser les patients entre le bas risque et le haut risque, parce que, si vous vous rappelez très bien, les patients, il y a des insuffisants cardiaques qui sont en un risque intermédiaire, et si on veut donc les mettre soit en bas risque, soit à haut risque, il faut passer par des tests qui sont plus objectifs, plus que l'interrogatoire, plus que l'examen clinique. Et donc, dans ce cas-là, on peut donc passer par un test d'ischémie, en particulier un test d'effort cardio-respiratoire qui va nous permettre d'évaluer ces patients-là et de les mettre dans soit le bas risque, soit le haut risque, et donc les traiter de façon, donc soit interdire une activité sexuelle de façon provisoire et traiter dans un premier temps le problème cardiaque, soit autoriser l'utilisation
des médicaments qui sont appropriés pour la dysfonction érectile. Je voudrais faire une remarque et pas une question. Vas-y, Abdallah. Parce que j'écoutais Dr Kandeli, en fait, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Parce que moi, en tant qu'andrologue, on cherche toujours dans le côté clinicien et on cherche le côté organique à la pathologie. Le monsieur, il a une dysfonction érectile, on pense, on prescrit, c'est clair, on cherche. Ouais, les troubles hormonaux, dose de testostérone. Dans 50% des cas, on ne trouve rien du tout. Et on sait très bien qu'il y a un rapport à l'humain. Enfin, c'est quelque chose de psychologique. Et donc, je faisais juste la remarque à moi-même et je vous la fais. Et on manque de sexologues en réalité. C'est terrible, mais. Vous savez, j'ai une caricature très drôle, je la partagerai avec vous, où il y a deux dames dans un restaurant qui discutent et lui dit, mais j'avais besoin d'un traitement hormonal, mais mon médecin m'a expliqué que j'avais besoin d'échanger Georges. Des fois, c'est changer le partenaire le problème de dysfonction. Je rigole. Il y a un problème. Je ne suis pas en train de dire, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en étant dans une relation maritale, il faut du renouveau. Le problème de la conception de la famille et du couple dans nos cultures, c'est que quand on devient mère et père, on oublie de rester mari et femme. Et au moment où les enfants grandissent, on essaie de revenir mari et femme, on ne sait plus trop comment retrouver une certaine complicité parce qu'on était dans un rôle de parent. Il faut garder un renouveau dans les couples. Et pour garder un renouveau, il faut prendre des week-ends à deux, il faut mettre les enfants de temps en temps de côté, il faut garder la flamme. Et pour garder la flamme, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Il faut garder la séduction. On ne peut pas la garder tout le temps parce qu'il y a des responsabilités, il y a le travail, les enfants, etc. Mais on peut avoir des parenthèses dans le couple pour changer tout le temps de partenaire, en fait. Parce qu'on n'est pas pareil quand on est deux que quand on est à 5 en famille, c'est pas pareil du tout. J'ai une anecdote à ce sujet, si vous permettez. Bien J'ai un patient qui est venu il y a quelques temps et il vient parce qu'il est déprimé, il a une dysfonction érectile, il a 55 ans. Donc, je lui pose les questions, je cherche les troubles cardiaques, des choses qui causent. Tout ça, il me dit, écoutez, avec ma femme, ça ne marche pas du tout et tout ça. Je lui parle pendant 20 minutes, je ne trouve rien du tout. Je l'examine, il n'y a rien. Et au bout de la consultation et de l'interrogation, il me dit, écoutez, mais avec mon autre femme, qui a 25 ans, ça se passe très bien. Donc, celle qui a 45 ans, la pauvre, ça ne marche plus. Donc, je le regardais et j'étais en train de me poser ce qui se fout de ma tête, ce type, si la réponse était évidente. Vous savez, je vais vous dire une chose, ce n'est pas une question de performance ou de jeunesse de la femme. Il y a une étude qui a été faite, je vais vous dire, il y a une étude qui a été faite. En fait, un homme de 50 ans environ, si sa femme, elle a 40 ou 45 ans, elle est dans une demande d'une certaine sexualité, d'une demande de plaisir qui peut être gênant dans notre contexte. Peut être très gênante dans notre contexte. Une jeune femme de 25 ans ne va pas demander l'accès au plaisir. Elle est souvent un objet, donc on va lui faire des cadeaux. Elle est en admiration devant le mari papa, entre guillemets, ou le compagnon papa. Et par conséquent, elle demandera peut-être quelque chose à 35 ans. Mais là, c'est trop tard parce que vu la différence d'âge, 55-25, elle aura un amant d'ici là. C'est une réalité, c'est une réalité de terrain. C'est une réalité de terrain. En fait, on a un réel problème d'angoisse de castration dans les pays arabo-musulmans, et je mesure ce que je dis, c'est que dans le sens où l'accès au plaisir est un accès masculin, et quand la femme se permet de demander, en général, c'est entre 35 et 45, autre chose, ou peut-être plus d'intimité, plus de contexte, plus d'attention, parce que ça ne passe pas par la relation sexuelle primale chez la femme. À ce moment-là, les hommes se sentent un peu perdus, parce qu'on n'a pas d'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle, elle s'est faite sur Internet, elle s'est faite par la pornographie, elle s'est faite par des magazines porno quand on était plus jeune. Il n'y a pas d'éducation sexuelle, c'est la réalité. Il y a de la performance. Et on est dans une société qui demande de la performance en tout. De la performance sexuelle, de la performance dans le travail, de la performance, quoi qu'on fasse, on est dans la loi du tout ou rien. Donc, on est tout de suite dans une mésestime de soi. D'ailleurs, on ne sait pas faire les choses à moitié. Ou on ne fait pas de sport, on fume, on boit, ou on va courir le marathon. C'est pas où il n'y a pas de rapport sexuel du tout et vous avez des gens qui vont avoir un rapport sexuel tous les 2 mois, ou vous avez une personne qui va avoir des rapports sexuels 5 fois par jour avec des partenaires multiples. On est dans la loi du tout ou rien. Dans le plaisir, on ne sait pas gérer. Ou on boit de manière complètement caduque et n'importe comment, mais on n'apprécie pas pour autant. Tout est complètement la nourriture aussi. On ne sait pas, tout est démesuré. On est dans la loi du tout ou rien, et dans la loi du tout ou rien, il y a le besoin, mais il n'y a pas le plaisir. Donc, on est tout le temps dans une mésestime, on est dans une autocritique permanente. Merci. Alors, j'ai une question du professeur Chaïb.
qui dit quel est l'impact du confinement sur la libido et la relation des couples. Comme on est en plein confinement et en plein Covid. Beaucoup de divorces et beaucoup de mariages. Ben, effectivement, le taux de mariage il a nettement diminué. Hein. Oui, alors il y a eu beaucoup de divorces parce que vivre entre quatre murs avec son partenaire. Moins de mariage. Ah oui, oui, on découvre l'autre. Hein. Ouais. On découvre l'autre. Il y a eu Ouais. beaucoup de situations conflictuelles et le taux de divorce a explosé mondialement. Et puis, il y a eu aussi les mariages compulsifs en post-confinement qu'on a vu particulièrement dans les pays asiatiques. C'est-à-dire que les gens qui étaient célibataires ont entretenu des relations virtuelles et se sont mariés très rapidement post-confinement pour ne pas être seuls, ce qui ne dure pas non plus. Et puis, toute la pathologie ou la conjugopathie pendant le confinement, quand on était enfermé, a créé des tensions. Et moi j'avais fait pas mal de communication là-dessus, c'était garder un espace pour chacun. On peut être dans le même espace, il faut garder un espace pour chacun, ne pas être tout le temps, tout faire ensemble, tout en même temps. Vous savez, la famille, le couple fusionnel idéal n'existe pas. Le partage des tâches, 2 heures pour chacun tout seul, où la personne elle est seule dans un espace, et puis pas se partager aussi des enfants, c'est quelque chose d'important parce qu'on n'est que des humains et on a besoin d'espace propre. L'humain a besoin d'un espace propre tous les jours. Il y a une question très intéressante. Qui permet de vivre avec l'autre. Il y a une question dans la boîte à questions. Quelle sérotoninergique proposée Oui. pour stimuler le désir? Qu'est-ce que vous prescrivez? Les sérotoninergiques, alors on dit que les sérotoninergiques sont des tueurs du désir. C'est ça le paradoxe en fait. On stimule la sérotonine et l'accès au plaisir chez les patients qui ont des symptômes anxio-dépressifs. Alors, chez les anxieux, on les voit, ils ne tiennent pas sur leur chaise, ils lisent beaucoup justement les prospectus et tout ça. La paroxétine et les citalopram fonctionnent bien. Les citalopram est bien aimé des cardiologues. Il est bien aimé des cardiologues. La paroxétine est très aimée des urologues parce que ça permet à demi-dose de permettre de gérer l'éjaculation prématurée. Et même quand il n'y a pas d'éjaculation prématurée, ça permet de rallonger le rapport sexuel. Et donc, les patients sont satisfaits, à condition qu'il y ait la composante anxieuse. Maintenant, quand il y a une composante de mésestime de soi, avec une dépression réelle et tout ça, et quand le patient est stabilisé, on peut le mettre sous venlafaxine, qui va agir sur la sérotonine, la noradrénaline, et il y aura moins d'effets, quand la venlafaxine est possible, il y aura moins d'effets sur le côté libido. Moins d'effets. Après, pour stimuler le tryptophane et la sérotonine, l'activité physique est importante avant de pouvoir accéder à l'activité sexuelle, qui est une petite activité physique, en fin de compte, si on voit les choses de cette manière également. Et c'est la combinaison même des stimulants naturels. Hein. C'est très à la mode maintenant, particulièrement au Canada. Vous savez, on peut vous prescrire de la cannelle, du citron et du gingembre à boire tous les matins. On a des recettes aussi, comme il y a des choses qui se vendent en pharmacie pour les stimulants de libido. Mais ça démarre cérébralement. Et pour démarrer cérébralement, il faut une érotisation cérébrale parce que l'activité sexuelle démarre dans le cerveau. Et pour une activité cérébrale ou une stimulation sexuelle, il faut les bonnes images. Je reviens à l'éducation sexuelle chez les ados particulièrement, mais aussi chez les adultes. Ce ne sont pas toujours les images qu'on pense qui vont stimuler sexuellement. Il faut retrouver une érotisation autre et une complicité dans la sexualité. C'est comme retrouver la sensation de faim et la sensation de satiété chez les anorexiques et les boulimiques. Des fois, il faut passer par le jeûne, entre guillemets, pour les retrouver. C'est-à-dire revenir à l'acte sexuel sans pénétration, pour avoir la pénétration. L'acte sexuel sans pénétration, c'est ce qui permet de réérotiser le couple. C'est les massages, c'est la douche ensemble, etc. Et réérotiser un acte sexuel comme s'il n'était pas permis, ça donne envie d'en avoir un. Mais quand tout est permis, on regarde son conjoint à côté et on se dit de toute façon, il est là, il n'y a pas de problème. Voilà, une réérotisation du couple. Si elle a déjà existé. Il a existé, parce que sinon, il a existé à un moment. Il s'est perdu seulement, il s'est perdu. Il s'est perdu parce que le plaisir devient, dans nos sociétés postmodernes, le plaisir, il est postposé, il n'est pas important. On est dans la tâche, on est dans la course, on a des objectifs à réaliser.
Mais on a plusieurs. Le problème dans notre société, c'est qu'on a plusieurs types de. On a la société urbaine et on a le rural qui n'est pas du tout qui est pas du tout dans la même réflexion. Vous savez, c'est encore dans le rural, la seule différence, c'est que avec les antennes paraboliques, les télévisions et tout ça, le fantasme est encore plus gros et les attentes sont encore plus grandes dans le monde rural. Elles sont encore moins proches du réel. Ils ne sont pas dans la tâche effective de réalisation d'objectifs personnels dans un but de réussite, mais ils sont dans l'image. Ils sont beaucoup dans l'image. Il faut voir ce qui peut sortir du monde rural. Il suffit d'aller sur Instagram, c'est impressionnant. Il est plus facile dans la campagne profonde de se déshabiller devant Instagram que dans la grande ville. C'est impressionnant. Mais l'image joue aussi un rôle. Il y a même moins de surmoi, c'est-à-dire il y a moins de limites dans le monde rural parce qu'il y a moins d'images à sauvegarder. Et on se sent protégé derrière un écran. C'est ça le souci. Il n'y a pas d'autres questions? Là, tu as des questions? Non? Ça va, j'ai appris plein de choses. Non. C'est un beau cadeau. Alors moi, je terminerai par un cas que j'ai vécu il y a une année. C'est un patient de plus de pratiquement 90 ans que j'ai reçu en infarctus, avec un infarctus à la phase aiguë et compliqué de choc cardiogénique qui a fait plusieurs arrêts cardiaques, qui a été choqué à plusieurs reprises. Après une réanimation laborieuse, il s'en est quand même sorti. Je le revois 3 mois aux consultations. J'étais content parce qu'il marchait, il était bien. Alors j'étais content, j'ai dit, bah oui, ça va. Mais on m'a engueulé, il m'a dit, ça va pas. J'ai dit, pourquoi? Ben, il m'a dit, non, ça ne va pas. Et voilà, donc je pose la question au professeur Sbri. Et par exemple, pour les angioplasties, il y a les angioplasties simples, il y a les compliquées. Y a-t-il, vous autorisez la reprise de l'activité sexuelle à partir de quel moment? Oui, donc là, on revient toujours. Donc, ça, c'est un cas particulier déjà de 90 ans. Donc, ça me rappelle. Ouais. Voilà, la particularité. ça me rappelle mon ex-service, professeur Hmani, Allah yarhamou. J'étais avec lui aussi. Oui, un jour, donc, j'étais en train de lui présenter un patient qui avait 95 ans. Donc, il fumait. Et il fumait, donc je lui dis, donc, c'est un patient de 95 ans, sans antécédents, il est tabagique chronique, donc c'est vrai, il y a 3 mois. Et il m'a arrêté, il m'a dit, répète. Je lui dis qu'il a arrêté il y a 3 mois. Mais il m'a dit, dites-lui de continuer. Dites-lui de continuer. Là, c'est juste pour dire qu'à 90 ans, donc déjà, je crois que c'est pas que les carottes sont cuites, mais bon. Très bien. Donc, on revient à notre sujet de façon générale. Donc, dans les syndromes coronariens aigus, donc après un événement aigu, donc quand on est dans les 2 semaines, on est dans le risque intermédiaire et donc il vaut mieux donc faire donc un test d'ischémie, donc post-revascularisation, surtout donc, quand on est devant une angioplastie qui était difficile, avec un risque très important, pour placer le patient si le test est négatif. Donc, on va être dans le bas risque donc, et on va gérer de façon conventionnelle, soit on est dans le haut risque, donc on va insister pour régler le problème cardiaque dans un premier temps. Donc, dans les 2 semaines, donc on est dans le risque intermédiaire. Après 6 semaines, donc on est dans le bas risque s'il n'y a pas d'événement ou si le test d'ischémie est négatif. Donc, on revient toujours concernant cette dysfonction érectile à cette stratification de risque, donc en bas et haut risque. Merci beaucoup, professeur Sbri. Le mot de la fin à Madame la Présidente.
Merci Jamel, merci Abdallah pour cette brillante modération. Merci à nos aimables orateurs et oratrices et éminents avec vraiment on a beaucoup appris, c'était très riche. Ça ne m'étonne pas du professeur Sbré, du docteur Amel Tezi et du docteur Iman Kildili que j'ai eu l'occasion d'écouter à plusieurs reprises avant de l'inviter. On n'a pas été déçus, on a vraiment beaucoup appris, c'était très intéressant. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Docteur Bouéchi nous rappelle qu'il faut aller voir l'atterrissage sur Mars. Donc, bon visionnage de l'atterrissage et bonne fin de soirée. À très bientôt et à la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, Imen. Oh, merci à vous. Merci.